À l'approche des rentrées scolaires et des fêtes de fin d'année, force est de constater que certains orphelinats, certaines structures, certaines ONG font appel aux citoyens pour recevoir des dons destinés à des orphelins, à des démunis et à des personnes en situation difficile. S'il est bon d'être libéral dans le pays, s'il est bon donc de partager son bonheur avec les autres, parfois on se pose la question de savoir si nous sommes véritablement en face des besoins exprimés par les bénéficiaires ou bien ces structures donnent dans de l'arnaque tout bonnement. Pour en parler, nous sommes avec nos invités que Précieuse Akwehonou se fera le plaisir de vous présenter. Bien sûr, ce matin, nous sommes avec Christelle Agbangla. Elle est responsable d'ONG. En face d'elle, Geneviève Arao, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Au téléphone, nous serons avec un juriste. Lui, il s'appelle Julio Tometti. Merci, Madame Akwehonou. Madame Arao, je m'adresse à vous, vous qui êtes un peu l'autorité qui s'occupe donc du bien-être des Béninois au plan social. Est-ce que vous êtes au parfum qu'il y a des ONG et des structures qui sollicitent des citoyens pour, soi-disant, combler des vides dans le pays? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Je crois que sur la question de collecte de dons au profit des cibles, oui, nous constatons dans notre pays qu'il y a plusieurs ONG qui s'investissent dans ce domaine et qui font la collecte et qui remettent des dons aux cibles. D'accord. Alors, Madame Geneviève Agbangla, vous êtes justement responsable d'ONG. Les ONG, pourquoi c'est toujours à l'approche de la rentrée ou vers la fin de l'année que le besoin se fait sentir d'aller collecter des dons pour d'autres citoyens? Déjà, merci de nous permettre d'en parler. En fait, le besoin ne se ressent pas qu'à l'approche de la rentrée ou en fin d'année. C'est un besoin qui est là, qui est permanent, qui nous suit tout au long de l'année. Donc, des activités se mènent. Seulement qu'à l'approche des rentrées, c'est un délai. C'est comme s'il y a quelque chose qui est là. Donc, on marque une pause pour répondre, satisfaire ce besoin primordial-là. Comment les enfants vont commencer la rentrée? Il faut la prêter. Ou comment les enfants vont fêter? Il faut la prêter. C'est en cela qu'on dit que le besoin se fait plus ressenti à l'approche de la rentrée ou quand il y a les fêtes. Alors vous, en tant que responsable d'ONG, comment est-ce que vous faites la collecte des dons? Comment ça se passe chez vous? Alors chez nous, à notre niveau, comme nous œuvrons pour la protection de l'enfance malheureuse, nous allons vers des personnes de bonne volonté. Nous leur demandons, bon voilà, nous avons tel nombre d'enfants. Nous présentons le besoin que les enfants ont. On leur demande de nous suivre, de nous accompagner. Si c'est pour la cause de la rentrée scolaire, par exemple, on cible ces personnes-là qui peuvent nous accompagner pour ces besoins-là. Là, on a besoin des fournitures scolaires, donc on va vers eux, on dit, bon voilà, il y a tel nombre d'enfants qu'on a ciblés dans telle zone, par exemple. Peut-être c'est que des orphelins, ou peut-être ce sont des enfants de rue qui ont été recueillis par des centres, des associations et tout. On leur dit, bon voilà, on a 150, 200, 300 enfants, on veut des cahiers, des stylos et tout pour eux. Et donc, ces personnes de bonne volonté là nous accompagnent. Parfois même, on lance sur les réseaux sociaux une collecte. Et les gens nous appellent sur nos références, nos coordonnées, et puis on va chercher nous-mêmes ces fournitures ou des trucs qu'ils nous ont envoyés pour les enfants. D'accord. Monsieur Tometti, vous êtes juriste et vous êtes en ligne sur cette émission. Bonjour à vous. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous déjà, est-ce que la collecte de dons au bénéfice, à l'endroit donc des personnes, disons, démunies et qui en sont dans le besoin, est encadrée par des tests dans notre pays? Déjà, il faut souligner que la collecte de dons, de subventions ou de libéralité de quelque nature que ce soit n'est interdit par aucune législation. Et ça fait même partie des ressources, des sources en fait de financement des organisations non gouvernementales et associations. Okay. Mais ce qu'il faut voir, c'est la forme et de ces associations et la forme de demande ou bien de requête de ces dons et subventions. Il n'y a que
toute nature d'appel public à don ou à libéralité n'est pas admis lorsque l'organisation en question n'est pas dans un certain nombre de registres. Il y a que, par exemple, au niveau des associations, il y a une certaine catégorisation à faire. D'abord en tenant compte de leur objet et en tenant compte de, dans quel registre ils souscrivent. Il y a, par exemple, un décret fixant, les statuts types des associations reconnues d'utilité publique qui accomplissent au niveau des autorités administratives une formalité particulière qui vise à garantir ou bien à donner plus d'assurance par rapport à ces actions qu'ils ont à mener sur le terrain. Donc, de ce point de vue, la collecte n'est pas un problème en soi, mais c'est beaucoup plus ce qu'on fait de la collecte. Mais, monsieur Tometi, dites-nous, oui. Est-ce que quelque part, la bonne foi des organisateurs ou bien de ces organisations-là n'est pas en jeu quand on ne sait pas réellement quelle est l'utilisation qu'ils font de ces dons-là? Justement, c'est pourquoi nous disons tantôt que c'est l'appel public à don ou libéralité qui est le problème. Sinon que les associations peuvent se porter individuellement vers des personnes aussi bien physiques que morales ou bien même d'autres organisations fêtières pour solliciter des dons et libéralités. Et donc ceux-là ont donc la possibilité de vérifier l'existence légale de l'association, la qualité de leurs membres ou bien de ceux qui les représentent et la destination des fonds qu'ils sollicitent. Et ceux-là peuvent même avoir recours à demander ensuite, en fait, les résultats ou bien les points de comment ces fonds ont été utilisés. Et là, c'est lorsque nous sommes dans des rapports directs, lorsque les membres vont vers des personnes individuellement pour solliciter ces dons. Mais lorsqu'on fait des appels publics à dons, ça peut générer toute autre chose. Et donc, toute autre personne ou bien toute autre organisation qui n'a même pas les qualifications ou bien dont on ne sait même rien peut, sur la base de cette pratique-là, abuser de confiance de leurs donateurs ou carrément, on peut même qualifier ça d'une sorte d'escroquerie parce qu'ils auront usé de fausses qualités ou bien de fausses manœuvres pour se faire remettre ces dons-là. Donc, ce qui est recommandé, c'est que ça soit des relations directes entre donateurs et associations et non faire des appels publics à épargne où on ne sait même pas celui qui fait l'appel et même les donateurs sont presque inconnus. Parce que l'autre chose, à un moment donné, il va falloir que les membres des organisations d'ONG justifient aussi la source de leurs revenus. Et là, donc, à partir du moment où on doit justifier la source de ses revenus, lorsque un kidam vous envoie peut-être des fonds de manière peut-être démesurée, vous pouvez même être poursuivi après pour financement illicite et blanchiment de capitaux. Donc, ça protège autant les donateurs que, en fait, ces organisations de souscrire à une démarche qui rassure les uns et les autres et qui met tout le monde à l'abri et qui évite que d'autres types de personnes, ne prennent ces pratiques pour détourner leur fin ou leur objet. D'accord. Vous continuez par garder la ligne, M. Tometi. Merci. D'accord, nous sommes toujours en plateau et ma question s'adresse à vous, Christelle Agbangla. On constate que lors de la collecte de ces dons, il y a des ONG ou bien des particuliers qui imposent même un montant à leurs donateurs. Vous en pensez quoi? On dit oui, ce n'est qu'un exemple, hein. Vous voulez participer à notre opération, il faut que vous déboursez entre telle et telle somme. Moi, je crois qu'on ne peut pas imposer à un donateur ce qu'on veut de lui. Parce que déjà, un donateur, qu'il soit physique ou moral, c'est déjà une personne de bonne foi. Il n'est pas obligé, de dire à cette personne qui veut vous accompagner, qui offre quelque chose à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout, de l'obliger à donner ce que vous voulez. C'est un peu comme si c'est son truc, il doit le faire, c'est pas un devoir. C'est juste parce qu'il a envie de vous aider. Il peut vous dire carrément non, je ne veux pas vous accompagner. À partir du moment où il accepte de vous accompagner, c'est déjà quelqu'un que vous devrez... C'est un peu comme si vous allez dire merci, pardon, ok, aidez-nous, parce que vous avez envie de satisfaire des personnes un peu démunies, en griffe. Donc vous dites à vous chérissez même ce donateur-là. Vous ne pouvez pas lui imposer des trucs. Madame Arao, dites-nous, est-ce qu'au niveau de votre structure, la direction départementale de
de la famille, des affaires sociales et de la microfinance, est-ce que vous recevez des demandes, des sollicitations de ces organisations-là? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Je vous remercie une fois encore. C'est une bonne chose que les organisations non gouvernementales qui, par nature, sont des partenaires du ministère et qui accompagnent l'État dans sa mission, puissent se positionner pour accompagner les cibles de l'action sociale. Et je crois qu'il y a plusieurs ONG qui se rapprochent de nous et qui se positionnent pour accompagner telle ou telle autre cible. D'autres peuvent choisir la cible enfance, l'autre personnes handicapées, personnes de troisième âge, etc. Et donc, quand ces organisations font cette démarche, d'ailleurs qui est recommandée de se rapprocher des structures étatiques qui ont pour vocation de protéger les couches vulnérables et qui ont les outils techniques pour cibler les vrais bénéficiaires, c'est une très bonne démarche et c'est comme ça que les organisations doivent intervenir. Et donc, nous en avons qui se rapprochent de la direction départementale ou des centres de promotion sociale qui se situent dans chaque commune au Bénin et qui donnent leur offre. Et donc, quand ça arrive, nous traitons la demande, nous échangeons avec l'ONG pour bien clarifier les choses, bien arrêter la démarche à suivre. Parce que nous travaillons, nos interventions sont encadrées par les tests. Les tests qui visent la protection des couches vulnérables, que ce soit l'enfant, la femme, la jeune fille, les personnes handicapées, nous avons des tests au Bénin qui encadrent nos interventions. Et donc, nous avons les principes qui régissent nos interventions en matière de protection. Il y a des principes, par exemple, la non-stigmatisation. Et quand les ONG ne se rapprochent pas de ces services sociaux, parfois, dans leur bonne volonté, ils passent à côté. Ils ne respectent pas nécessairement la procédure à suivre. Parce que vous accompagnez une cible, il n'est pas dit que vous devez exposer cette cible. Il y a certaines ONG qui ne respectent pas la dignité humaine. Mais Madame Arao, j'allais vous poser la question, est-ce que quelque part ils ne prennent pas exemple sur vous? Puisque vous, autorité, quand vous allez faire des dons à des populations, c'est encore avec nos caméras et micros que vous le faites. Pourquoi vous leur reprochez de ne pas faire pareil? Monsieur le journaliste, ce que j'étais en train de démontrer, c'est tout un processus. Le processus d'accompagnement. Est-ce que vous savez, par exemple, que lorsque je dois prendre la photo, l'image, que nous aussi, nous sommes encadrés par les tests? Tout à fait. Et qu'il faut prendre le consentement de la personne, n'est-ce pas? Et que nous accompagnons et que nous voulons aider. Voilà, nous voulons prendre son image et tout ça. Mais il y a des ONG ou des personnes de bonne volonté qui ne savent pas quelle est la procédure. C'est pourquoi je parlais de procédure. Qui ne maîtrisent pas la procédure lorsque vous travaillez avec les couches vulnérables pour savoir comment je dois intervenir pour protéger la personne. Donc, c'est un des aspects quand je parle de respect des procédures. Il y a également l'identification, les critères d'identification. Une ONG qui ne se rapproche pas des services sociaux peut bien mobiliser les ressources, mais que ces ressources n'iront pas réellement vers les personnes qui sont dans le besoin, qui sont en situation difficile. Ce que vous appelez les vrais bénéficiaires. Les vrais bénéficiaires. Et donc, nous avons par exemple un outil de travail qui nous permet de retenir tel ou tel autre bénéficiaire. Il y a la grille de vulnérabilité qu'il faut exploiter pour dire oui, nous voulons donner à des enfants en situation difficile, mais il y a certains qui sont en situation critique. Et donc, si les ONG se rapprochent de nous, les appuis que l'État a déjà donnés à certains, que ces ONG n'aillent pas encore vers les mêmes personnes, c'est l'avantage à se rapprocher des structures étatiques, des services sociaux de base, pour savoir vraiment à qui on peut donner tel ou tel autre appui. Madame Arao, on reste avec vous. Est-ce que vous avez déjà reçu des plaintes ou des populations qui étaient supposées bénéficiaires de ces dons-là n'ont pas reçu et pourtant vous avez accompagné des ONG qui ont opéré dans la zone, par exemple? Oh, vous savez, pour recevoir des plaintes, c'est que ces bénéficiaires devaient savoir à l'avance qu'elles devaient bénéficier ou qu'ils devaient bénéficier d'un appui. Donc non, généralement non. Mais tout ce que nous recommandons aux ONG, c'est vraiment de se rapprocher des services sociaux, qu'on les aide à identifier les vraies personnes qui sont dans le besoin.
il y en a qui se rapprochent vraiment de nous et c'est l'occasion pour nous de les remercier sincèrement. Chaque fois qu'ils mobilisent, qu'ils collectent des dons, ils se rapprochent de nous pour dire nous avons mobilisé tel appui pour telle catégorie de cibles et ensemble on travaille à retenir, à valider la liste des bénéficiaires et ensemble on les conduit vers les cibles pour leur remettre. Donc je crois que c'est une démarche que nous recommandons pour les ONG et il y en a déjà qui le font. Il revient à chaque ONG de définir sa zone géographique d'intervention et de se rapprocher de ces services sociaux et ils travaillent ensemble, main dans la main, pour le bonheur des cibles. D'accord. Monsieur Julio Tometti, vous êtes là, vous nous entendez? Oui, très bien. Alors, j'ai envie de vous demander, en tant que donateur, quelles sont les précautions que je suis supposée de prendre pour ne pas peut-être se faire arnaquer? Parce qu'aujourd'hui, il y a des demandes en ligne. Il y a des demandes, oui, sans me déplacer, je peux envoyer mon don avec les moyens de communication aujourd'hui. Quelles sont les dispositions à prendre en tant que donateur pour ne pas tomber dans le piège? Bon, à l'état actuel, de notre pays, il faut, pour telle nature de don, éviter les constats du don. À moins que ça soit une organisation que l'on connaît déjà, mais que l'on a bien travaillé, ou bien que l'on connaît ses membres, dont on a eu certaine confiance en fait en eux. Sinon, c'est une nouvelle organisation dont il ne sait rien et qu'on voit peut-être une publication par le biais des réseaux sociaux, on peut vite être victime d'arnaques ou d'escroqueries de toute nature. De sorte que, même si les organisations se rapprochent de vous, là, c'est l'aspect public, il faut s'assurer de les licences légales de ces associations ONG, de la qualité de leurs membres, de la nature du projet pour lequel ils sollicitent ces financements, parce qu'il y a des organisations qui peuvent avoir bien la qualité, qui peuvent bien avoir les licences légales, qui peuvent dans les membres avoir la qualité, mais qui peuvent détourner les fonds issus de cette donation à autre chose. Donc, il faut bien s'assurer de l'objet du projet et si possible, si on a la capacité de pouvoir, suivre un peu la mise en œuvre de certaines façons. Donc, en termes de précaution, c'est ce qu'on peut dire. Lorsqu'on ne connaît pas la relation en question, il faut simplement éviter de se mettre dans la posture de pouvoir faire, simplement sur la base de ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas indiqué, même de demander à l'organisation de vous faire parvenir par les moyens électroniques, les documents qui se comptent en termes de vérification. Il faut les avoir physiquement pour se prémunir du tourisme. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport aux donateurs qui a la volonté d'aider les couches vulnérables à travers ces organisations. Alors, M. Tometti, dites-nous, vous avez parlé de détournement de dons dans votre intervention. Oui. Est-ce qu'il existe des peines auxquelles s'exposent des auteurs d'une telle pratique? Oui, c'est en fait les infractions sur les biens. Selon la nature de l'infraction ou bien des moyens employés, ces derniers peuvent être poursuivis, soit pour escroquerie, soit pour abus de confiance ou carrément pour détournement. Et dans l'une ou l'autre de ces infractions, il y a aussi des circonstances aggravantes. Première circonstance aggravante, c'est que ça a été fait par appel public. Deuxième circonstance aggravante, c'est que si c'est fait par le biais des réseaux électroniques. Vous savez que en fait, la politique répressive en matière d'infractions commises par voie cybernétique est un peu plus renforcée pour décourager. Donc, très très vite, en fait, les peines en termes de condamnation, c'est d'abord individuel, par rapport aux individus, et même par rapport à ces organisations-là. Les peines individuelles peuvent aller de 1 an jusqu'à 5 ans. D'accord? La récidive ou bien les circonstances aggravantes peuvent nous amener jusqu'à 10 ans. Et en matière de peine pécuniaire, c'est 200 000 jusqu'à 6 millions de francs CFA. Et ces organisations, lorsque c'est l'organisation même qui est engagée, on peut aller jusqu'à la dissolution par voie judiciaire de l'organisation en question, nonobstant les peines pécuniaires. Et en matière de peine pécuniaire, pour les organisations, ça peut aller jusqu'au quintuple, de ce qui est prévu pour les particuliers. D'accord. Monsieur Tometti, vous continuez pas à garder la ligne. Nous allons à présent passer la parole aux citoyens béninois qui se sont exprimés au micro de Oseni Adeleke sur le sujet.
Bon, dans ce contexte, moi je me suis dit c'est quelque chose qui se prépare avant. Avant au moins un mois, les gens peuvent se déplacer au moins pour chercher des aides pour ces orphelins. Mais ce n'est pas le jour J que vous allez essayer de demander des trucs pour des orphelins. Ce n'est pas du tout bon. Vraiment, ce que je vois pour ces gens-là qui laissent la veille ou bien les gens-là qui en profitent de ces enfants, vraiment, ce n'est pas une bonne idée. Si peut-être par rapport à ça, pour profiter des orphelins, à ce qu'on donne aux petits-enfants, la personne va profiter de ça pour pouvoir jouir de cette truc pour s'enrichir ou bien pour, pour essayer de résoudre ces petits problèmes. Je vois que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'attendre la veille de la rentrée pour demander des dons de matériel scolaire pour les enfants, c'est déjà une maldonne. Oui, on entend dire que des acteurs dans ce domaine-là n'utilisent pas le matériel pour les enfants vraiment orphelins. C'est pas bien, mais c'est Dieu qui voit. Si vous faites ça, c'est Dieu qui va vous juger. Mais il serait intéressant de vraiment utiliser ce qu'on envoie pour ces orphelins-là, qui n'ont personne, qui sont des personnes délaissées par la société, de leur permettre d'avoir ce qu'il faut, comme tous les enfants qui ont leurs parents, pour pouvoir aller à l'école. Selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils doivent anticiper, ils doivent demander bien avant même le conventement. La question reste toujours posée. Reste à savoir si ça en profite aux orphelins uniquement. Bon, en bonne conscience, ça doit être destiné aux orphelins. Mais Dieu seul sait comment ça s'utilise. Dieu seul sait. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Bon, on laisse tout à leur conscience. Si on demande quelque chose pour les orphelins, oui, ceux qui travaillent dans le domaine doivent les servir d'abord, Donc quelqu'un d'autre ne peut pas se mener dans ce domaine, à part les orphelins, parce que c'est orphelinat, on a dit. Et voilà l'avis de quelques citoyens. Je vous voyais sourire, Madame Arao. Qu'est-ce que cela vous inspire, le commentaire des compatriotes? Alors, je crois que les compatriotes observent bien ce qui se passe dans le pays, observent chaque ONG dans ses interventions. Et comme ils l'ont dit, nous ne sommes pas dans l'organisation interne des ONG, donc ils reviennent aux ONG d'utiliser des méthodes qui inspirent confiance, de trouver des stratégies qui démontrent de la bonne gouvernance, de la transparence par rapport à la gestion de tout ce qu'ils collectent au profit des couches vulnérables. Donc, nous sommes là pour les accompagner dans ce sens. Et donc, voilà ce que je peux dire. D'accord. Christelle Agbangla, votre opinion sur ce que nous venons de regarder? Mais moi, je pense que la population observe effectivement, mais bon, il y a une question de confiance qui se pose dans les dires que je viens d'entendre et tout. Il y a une question de confiance. Mais bon, ils ont raison, parce que tout le monde, je ne peux pas confirmer ou du moins infimer que c'est pas vrai, ce qu'il dit c'est faux et autres. On ne travaille pas de la même manière, tout le monde n'a pas la même motivation, les mêmes déterminations. Il y a des choses auxquelles on s'accroche quand on fait quelque chose. Donc c'est ce que la population doit comprendre, que c'est pas tout le monde qui détourne, parce que c'est ce qu'ils ont essayé de dire indirectement. Donc, ce n'est pas parce qu'on collecte et que vous ne connaissez pas à qui on envoie ce que vous avez donné que forcément c'est entré dans la poche de la personne qui l'a collecté. Il y a des activités que nous faisons et nous diffusons. Parfois, c'est juste pour prouver à la population que, bon, voilà, ce qu'on a pris chez vous, on n'a pas bouffé, on a envoyé à ces bénéficiaires-là. Il y a quelqu'un même qui a dit, on laisse ça sur leur conscience. Voilà, c'est vrai. Donc, si à partir du moment où ils savent que nous avons une conscience, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que la conscience est là effectivement pour répondre. Justement, vous, à votre niveau, que faites-vous quand même pour mettre vos donateurs en confiance? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce que vous avez pris des précautions quand même? Déjà, nous, dans notre processus de collecte des dons, il y a une partie où nous envoyons des lettres d'accompagnement. Dans notre lettre d'accompagnement, il y a déjà à l'entête le numéro d'enregistrement de l'ONG. Ça, déjà, ça met en confiance le donateur. Il se dit légalement, l'ONG est connue. C'est à partir de là que vous mettez le donateur en confiance. Après, nous mettons
dans les requêtes en bas, on met dedans. Nous allons vous inviter à notre assemblée générale de fin d'année et tout. Et cette assemblée générale, c'est le moment pour nous de montrer. On fait même les trucs en visuel. On fait un 16 minutes que nous montrons à nos donateurs parce qu'on les invite à notre assemblée générale annuelle. Et on fait un rapport d'activité. Ils sont là, ils sont invités, ils vont voir ce qu'on a fait tout au long de l'année. Donc chacun se retrouve dans ce qu'il a donné à un moment, il retrouve ça dans l'élément. Donc c'est un rapport. Quand le donateur sait que à la fin d'année, je verrai ce que l'argent que j'ai donné ou ce que le matériel que j'ai donné a fait, il se dit, ben voilà, il faut que je le fasse. Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, nous publions chaque année, chaque fin d'année sur notre site internet ou parce que nous collectons également des dons sur les réseaux sociaux. Nous publions notre rapport d'activité annuel sur nos sites, nos canaux, parce qu'aujourd'hui, sans l'internet, on ne fait pas grand-chose. Mais ça c'est vous, mais dans la majorité des cas, les organisations ne tiennent même pas des assemblées générales. Elles ne font pas de compte rendu au point où, la dernière fois, le ministre de l'Intérieur a été obligé de faire sortir un communiqué. Oui, exactement. Il faut remettre les choses à leur endroit. À ces organisations-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais quand vous faites, vous êtes dans l'humanitaire, vous faites du social, faites-le avec votre cœur. Parce que ce n'est pas comme si on gagnait un salaire en le faisant. Donc, quand vous portez le choix de le faire, faites-le en votre âme et conscience. Quand vous détournez un fonds, par exemple, c'est pas bien parce que vous êtes puni à 2 endroits. Chez moi, c'est comme ça. Déjà, le donateur, vous ne savez pas s'il en a assez avant de donner. Et puis, le bénéficiaire à qui on envoie ça, les deux ont une âme. Et puis tout ça, ça pèse sur vous. C'est pas bien pour vous, pour votre développement personnel ni moral. Donc on revient toujours à la conscience. Oui, exactement. La conscience est importante dans ce que nous faisons. Monsieur Tometi, vous avez suivi les Béninois qui se sont exprimés sur la question. Est-ce que cela vous inspire un commentaire? Monsieur Tometi, vous êtes avec nous? Monsieur Tometi est toujours en ligne. Arnaud Tossé, est-ce qu'on peut avoir Monsieur Tometi? Bon, on va certainement le retrouver. Alors, Madame Arao, si vous avez commencé par appeler à ce partenariat-là, à ce que les ONG, les différentes structures de collecte de dons puissent venir vers vous. Mais qu'est-ce que vous faites pour les inciter à venir vers vous, justement, pour une franche collaboration? Alors, nous apportons notre accompagnement technique, notre appui technique pour leur permettre d'intervenir, d'être à l'aise en intervenant dans nos zones de couverture. Et donc, il y a plusieurs ONG, en tout cas celles qui se rapprochent de nous. Nous travaillons ensemble et nous avons un cadre de concertation qui regroupe l'ensemble de ces ONG et qui nous permet d'échanger sur ce que l'ONG a fait, ce que les services sociaux ont fait. Et on fait le point chaque année. Nous avons nos sessions qui se tiennent et qui mobilisent ces acteurs. Mais les ONG qui ne se font pas, qui ne se rapprochent pas de nous, qui ne sont pas connus par nos structures, ne sont pas, bien évidemment, pas invités. Parce que si on ne vous connaît pas, vous allez intervenir. C'est tout normal. Les structures étatiques ne vous reconnaissent pas. Quand nous faisons le rapport annuel, nous également, nous disons ce que chaque ONG a apporté comme appui au niveau des services sociaux. Monsieur Tometi, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Voilà, merci, on vous retrouve finalement. Vous avez suivi un peu l'intervention des compatriotes. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Le commentaire qu'on peut faire, c'est ce qui est déjà ressorti de leur différentes interventions. Comment dire, d'appeler les uns et les autres à plus de vigilance. L'autre réponse qu'on pourrait donner, c'est que pour ces organisations, ces ONG et associations, c'est que lorsqu'ils sont aussi de ces fonds, que ce soit individuellement ou publiquement, c'est que l'on requiert comme les administrations publiques le font, leur rapport d'activité, notamment des 3 dernières années, pour s'assurer de ce que ceux-ci ont un certain nombre de parcours qui rassurent les uns les autres. Il ne faut pas que parmi les autres, il y a des organisations qui se créent et qui ne comptent pas sur ces gens de dons-là pour fonctionner, alors qu'il doit avoir un élément de soi que l'on donne, parce que lorsqu'on se réfère à la définition même des associations, c'est ceux qui consentent à mettre ensemble leur qualité, leur bien
leur profession dans un but associatif, dans un but purement non lucratif de cette façon. Donc, il y a lieu simplement d'être assez vigilant. On ne peut pas de facto interdire qui ne sait pas faire des dons, d'accord, mais il faut être vigilant. Et il faut que, au niveau en fait réglementaire, au niveau des pouvoirs publics, il y ait un peu plus de réglementation par rapport à comment ça pourrait faire. Nous savons par exemple que pour les entreprises, on ne peut pas faire affaire publique à l'épargne lorsque par exemple on ne remplit pas un certain nombre de critères. On se rappelle encore comment dire, de ces actualités pas trop loin. Donc s'il peut y avoir peut-être des critères sélectifs qui permettent d'encadrer mieux la chose, je pense que ça rassurerait les gens. Merci, Monsieur Julio Tometi. Ça va être votre mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce débat matinal. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée. Merci. Alors, nous sommes toujours en plateau. On va donner la parole à la directrice des affaires sociales et de la microfinance du littoral pour nous donner votre mot de fin. Je vous remercie. Alors, je voudrais une fois encore renouveler toute notre gratitude à l'égard des ONG partenaires de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance. Je ne vais pas les citer, sinon oui, bien sûr. Voilà, mais je voudrais les remercier très sincèrement pour ce cadre de bonne collaboration que nous avons instauré. Et j'invite les autres ONG qui sont sur le territoire, en tout cas notre territoire de compétences. Quand je suis dans le littoral, c'est tout Cotonou, et qui travaillent dans les 13 arrondissements de Cotonou à se rapprocher des centres de promotion sociale, de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance ou des services sociaux spécialisés. Nous en avons au tribunal de Cotonou, nous en avons au CNHU, nous en avons au CHUMEL, nous en avons au niveau scolaire. Et donc, se rapprocher de nous pour nous dire comment ils comptent nous accompagner et comment on peut travailler ensemble pour vraiment l'épanouissement des cibles que nous avons en commun. Et donc, voilà mon appel à l'égard de mes partenaires. Merci. Christelle Agbangla, votre mot de la fin? Alors moi, je voudrais dire à toutes ces personnes de bonne volonté qui nous font confiance, de continuer à nous faire confiance. Parce que le besoin est là, le besoin existe. C'est tout au long de l'année, c'est pas seulement quand il y a la rentrée ou les fêtes, qu'ils nous aident à aider ceux qui sont dans le besoin. Mesdames, Messieurs, ce que nous avons fait, c'est de vous aider à avoir un petit éclairci dans ce monde d'appels de dons tous azimuts. Vous savez plus ou moins de quoi il est question aujourd'hui. Merci, Madame Arao Geneviève, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du littoral. Et vous, Madame Agbangla Christelle, vous êtes responsable d'ONG. Merci d'avoir partagé votre expérience avec les téléspectateurs.